14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Et si certains aliments nous rendaient plus intelligents? Eh bien, lorsque mon invité Jacques Fricker m'a affirmé ça, ça m'a donné envie encore plus de faire attention à ce que je mange. Il faut dire que la société de consommation ne nous invite pas toujours à manger intelligent. Bon, alors on va essayer de comprendre quel est le rapport entre l'intelligence et la nourriture. C'est une drôle de question et sans doute qu'on va avoir de drôles de réponses. Mais si vous avez envie de savoir ce qu'il faut manger pour peut-être être plus performant, être plus sensible, plus aimable, ou si vous aimeriez apprendre comment mieux vous nourrir pour peut-être avoir une silhouette plus agréable et plus séduisante, ou peut-être tout simplement comment bien nourrir ses enfants pour que dès le début ils apprennent à manger intelligent. Si vous voulez savoir quelle est la meilleure manière de ne pas prendre du poids malgré les années qui passent, eh bien c'est le moment de venir poser vos questions, puisque nous allons passer ces 2 heures en compagnie de Jacques Fricker, qui est médecin nutritionniste. Notre numéro 0826 300 300. Bonjour Jacques Fricker. Bonjour Brigitte. Vous venez de sortir Manger intelligent, éloge de l'omnivore, c'est aux éditions Odile Jacob, et dans ce livre vous expliquez que en effet c'est peut-être parce qu'il est devenu omnivore, l'homme, qu'il serait devenu plus intelligent. Oui, alors ça c'est pas peut-être, c'est certain. Alors c'est pas moi qui dis, ce sont les paléontologues. Les paléontologues, ce sont ces chercheurs qui étudient en fait les fossiles, qui étudient également les évolutions climatiques pour essayer de savoir comment vivaient nos ancêtres. Alors nos premiers ancêtres, c'était les hominidés. Enfin les premiers hominidés, c'était des singes pas très gros qui vivaient en fait dans un milieu tropical. Il n'y avait sur Terre, il faisait chaud, il n'y avait qu'un milieu tropical. D'accord. Et ils mangeaient donc des fruits et des légumes. Enfin, ils mangeaient surtout des fruits très facilement, parce qu'il suffisait, si on peut dire, de cueillir pour manger. Et puis il a fait plus froid. Sauf dans les zones tropicales actuelles, il avait fait plus froid, plus sec. Donc il y avait moins de production de fruits, donc il a fallu se débrouiller autrement. Eh bien, notre ancêtre a évolué. Il a d'abord mangé des racines, comme l'ancêtre de la pomme de terre, comme des carottes ou ce genre de choses, donc qui étaient au fond de la terre, donc qui étaient moins dépendantes de la température, du climat, de la sécheresse et du climat. Et puis il s'est mis à manger également des charognes, des petits animaux qui étaient morts. Il a attrapé des musaraignes, ce genre de choses. Il a mangé également des œufs. Et puis petit à petit, il a mangé des animaux de plus en plus gros. Est-ce qu'il a appris à chasser? Ça a changé son tube digestif d'abord, parce que les herbivores ont un tube digestif extrêmement important, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps pour digérer les aliments d'origine végétale. Donc ils ont un tube digestif très gros. Ils passent beaucoup de temps à chercher à manger et à manger. Et digérer. Et donc l'énergie de ce tube digestif accapare à peu près 30% de l'énergie du corps. Alors que l'omnivore, c'est beaucoup moins. Le tube digestif est beaucoup moins dispendieux, à peu près 10% de l'énergie du corps. Et par contre, le cerveau va prendre plus d'importance. Également, ça intervenait au niveau de certains nutriments qu'il y a dans les produits d'origine animale, comme le fer, comme le zinc, comme les vitamines B12, comme certaines protéines, qui ont permis en fait au cerveau, aux cellules nerveuses, d'être plus performantes. Et puis surtout, il y a eu l'aspect sociologique. C'est-à-dire que l'humain, il n'est pas très costaud. Notre ancêtre n'était pas très costaud, comme on ne l'est pas. On court moins vite qu'un jaguar, on est moins gros qu'un éléphant, et on est moins féroce qu'un tigre. Donc il fallait être intelligent. Et il fallait se mettre à commencer à fabriquer des outils. Donc, en l'intelligence, on a dû chercher des moyens. On s'y met également à plusieurs. Donc, on a appris un aspect social de nos relations pour arriver à capturer des gros animaux. Et tout cela fait que le cerveau s'est développé de plus en plus positivement grâce à cela. Donc, on est vraiment devenu ce qu'on est en devenant omnivore, essentiellement. Non, mais est-ce que des aliments d'origine végétale, mais également les aliments d'origine animale. Mais donc ça voudrait dire que finalement ne manger que des légumes, c'est moins bien, puisque ça prend plus d'énergie. Même si on ne mange que des légumes, même si on est végétarien, on garde quand même le même cerveau. Oui, bien sûr. Mais c'est pas optimal. C'est pas optimal, notamment chez les végétaliens. Les végétaliens, eux, ne mangent aucun produit d'origine animale, même pas ni les œufs, ni les produits laitiers, ni bien sûr ni la viande, ni le poisson. Et là, il va y avoir une carence en vitamine B12, parce que la vitamine B12 de la spiruline ou des aliments végétaux n'est pas assimilable, n'est pas utile pour l'organisme. Carence en fer, carence en zinc, pas les protéines optimales. Donc,
pas d'oméga 3. Donc ça sera un peu moins performant pour les cellules nerveuses, mais on ne devient pas idiot parce qu'on mange végétalien. J'ai bien compris, mais si on a, qu'il vaudrait mieux. Si on a par exemple un rendez-vous l'après-midi où il faut être très très brillant, c'est pas si mal de manger un steak, quoi. Oui, alors plutôt que c'est un effet, l'alimentation, un effet à long terme. Hein, bien sûr, je plaisante un peu. Mais effectivement, c'est pas plus mal de manger. Alors, à l'inverse, la malbouffe occidentale, avec beaucoup de produits d'origine animale, beaucoup de viande, de graisse, beaucoup d'aliments ultra transformés, et beaucoup de fritures et très peu de fruits et légumes, là est également très néfaste pour l'organisme et pour le corps. Il y a un équilibre à avoir et finalement... D'où l'expression d'aujourd'hui, il faut manger intelligent. D'où l'expression de ce livre, il faut manger intelligent, effectivement, parce que ça intervient à la fois sur la prévention des maladies comme le cancer et comme également les maladies cardiovasculaires, comme le Parkinson aussi, comme je le montre dans mon livre, mais également sur l'intelligence, et ça c'est ce que montrent les différentes recherches, à la fois sur l'intelligence, sur les capacités cognitives, mais également sur le moral. On est moins déprimé quand on mange équilibré. Ça remplace pas, bien sûr, les traitements quand on en a besoin. Ça agit également sur la mémoire et ça agit également sur le sommeil. Donc ça agit vraiment sur beaucoup d'éléments et sur le langage, la capacité de langage également. Ça agit sur beaucoup d'éléments de notre cerveau. Et en préparant l'émission, Jacques Fricaire, vous me disiez que la manière dont on a été nourri enfant, c'est quelque chose qui va nous marquer presque toute une vie. C'est difficile aussi de changer. C'est la maladie de Proust, hein. C'est-à-dire que ce qu'on a mangé enfant nous marque. C'est pas toujours facile d'apprécier des choses qu'on n'a pas apprécié enfant, auquel on n'a pas été en contact enfant. Alors c'est à plusieurs niveaux. Déjà, la femme enceinte, ce qu'elle mange va influencer ce que le futur enfant va vouloir manger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le sait assez bien. On sait qu'on n'a pas intérêt à boire trop d'alcool quand on est enceinte. L'alcool est très toxique, ça effectivement. Mais même si la maman mange de façon très diversifiée, avec des épices, avec de l'ail, avec de l'huile d'olive, avec des fruits, des légumes, les saveurs qu'il y a dans son alimentation vont se transmettre du tube digestif vers le sang de la mère, de le sang de la mère vers le liquide amniotique qui entoure l'enfant. Et donc, il va développer un goût à tout. Il va développer un goût. Et on a montré qu'il va plus aimer ses aliments. Et pareil également, si la maman allaite, ce qu'elle va manger va passer dans son lait. Et l'enfant va manger plus diversifié si la maman allaite et mange de façon diversifiée que si elle mange de façon monomaniaque, uniquement des aliments sucrés ou gras, ou que si on donne le biberon. Donc il ne faut pas hésiter à bien manger dès la grossesse. Dès la grossesse. Et évidemment, il faut un peu forcer l'enfant à manger un peu de légumes. Oui, il faut lui présenter. Alors les légumes chez l'enfant ne doivent pas remplacer les féculents. L'enfant a besoin d'énergie des féculents. Pour la croissance, etc. Pour la croissance, parce qu'il est très actif. Il ne faut surtout pas dire, mon chéri, aujourd'hui, c'est pas des pâtes, ça va être des haricots verts, parce qu'il va détester les haricots verts, parce qu'il va l'assimiler à l'absence de pâtes. Par contre, il faut lui dire, tiens, je t'ai fait des pâtes, mais je te fais également un peu de ratatouille ou quelques tomates cerises, les légumes qu'il aime, mais lui présenter les deux et non pas l'un à la place de l'autre. D'accord. Eh bien, on va essayer de répondre à toutes les questions que se posent les gens. Si vous voulez savoir comment on peut perdre du poids sans souffrir, on parlera peut-être aussi du volume du repas, comment notre cerveau sent qu'on est rassasié. Enfin, tout ça, c'est très intéressant. Ça a une grande importance, effectivement. Exactement. Et puis peut-être ce qui nous rend plus performants sexuellement, évidemment. Il y a peut-être des aphrodisiaques alimentaires. Ça sera peut-être le sujet on aura peut-être la réponse d'ici 16h. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Jacques Fricaire, médecin nutritionniste et auteur de Manger intelligent, éloge de l'omnivore aux éditions Odile Jacob. Robert nous rejoint. Bonjour Robert, merci de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Robert. Vous avez envie de parler d'alimentation et de morale, c'est ça? Enfin, pas la morale, le moral. Oui, en effet. On vous écoute. Bon, je voulais partager peut-être mon expérience. Peut-être ça pourrait servir à d'autres. Donc, j'étais militaire parachutiste. Voilà, en compagnie de combat. J'étais déployé en mission, en opération à l'étranger, dans une zone de conflit armé pour faire de l'évacuation de civils. J'ai eu une blessure en service pour laquelle j'ai eu une réforme
pour infirmité par le ministère de la Défense. Du coup, je me suis retrouvé civil du jour au lendemain sans le vouloir. Oui, donc c'est déprimant, évidemment. Très déprimant, oui. Donc on m'a privé de ma carrière et bon, bref. C'est pas c'est votre corps qui vous a privé. Oui. Hein, attention, hein, les mots ont de l'importance. Hein. Et donc, ouais. vous vous êtes vengé sur la nourriture. Et du coup, bon voilà, après, forcément le moral et tout, j'ai commencé à manger n'importe quoi, moi qui étais sportif. J'ai pourtant quelques capacités à rester sportif pour faire du sport quotidiennement, mais j'ai arrêté tout. Oui. Et j'ai commencé à prendre du poids. Donc le moral et la nourriture, ça m'a entraîné vers le bas, quoi. J'ai commencé à prendre du poids, j'ai plus... devant le miroir, en fait, j'arrivais plus Enfin, je me plaisais plus moi-même, en fait, on va dire ça. Et ça avait des incidences aussi sur... forcément, quand on s'aime plus, on s'apprécie plus. Oui. On mange n'importe quoi. Le moral, on mange mal. Et puis, on n'arrive plus non plus à plaire à l'autre, quoi. Quand on est dans un couple. Et est-ce que, parce que c'est intéressant ce que vous racontez, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une blessure physique, mais également une blessure de l'âme, sans doute, parce que ne plus pouvoir faire ce métier que vous visiblement réparez quelque chose, fait qu'on se réfugie sur la nourriture. Et déjà, moi j'ai envie de vous poser la question, puisqu'on vient de parler de la nourriture quand on est enfant, comment, avec vos parents, c'était quoi la manière de manger ? On était obligé, on va dire obligé de manger de tout, quoi, ce qu'il y a. Donc nos parents nous obligeaient à manger ce qu'il y a. Donc on était obligé de manger des légumes, de manger diverses choses. Alors a priori on pourrait penser que c'est bien, mais moi ce que j'entends, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques Fricquart, j'entends plutôt des parents qui imposent à l'enfant de manger et qui finalement ne montrent pas à l'enfant comme quoi manger, c'est aussi se respecter et être du plaisir. Alors, ce qui est fondamental, d'abord quand on est parents, c'est de montrer l'exemple. Si vous mangez des frites et si vous dites à votre enfant mange des haricots verts, il va pas les manger, parce que ce que mange le parent, l'enfant, du moins jusqu'à l'adolescence, c'est un modèle pour lui et il va avoir envie d'essayer de le manger. Donc il faut vraiment manger la même chose que ce qu'on présente à l'enfant. Ça c'est très important. Ce qui était peut-être votre cas, Robert. Oui, c'était mon cas, donc... c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont bien fait de vous demander au moins de goûter et de manger. C'est ce qui se passait dans la plupart des familles pendant des siècles. Il y avait beaucoup moins de choix possibles et l'enfant n'allait pas se servir dans le frigidaire. Il mangeait ce qu'il y avait à table, point final. Plus ou moins selon sa faim, mais il mangeait ce qu'il y avait à table et finalement ça se passait assez bien. Parce que même s'il n'aimait pas beaucoup certains aliments, il en mangeait un petit peu et puis après il se mettait petit à petit à les aimer pour la plupart. Oui, voilà, c'est ça. En effet, au début c'était compliqué, mais s'habituer après à apprécier l'aliment, à manger du poisson, à manger des légumes. Alors ce qu'il faut éviter par rapport aux parents également, et au moral, c'est éviter de donner à l'enfant à manger pour le consoler. Style, mon pauvre chéri, je pense à vous, à votre problématique, parce que vous avez été blessé, comme le dit Brigitte, dans votre corps et dans votre âme, parce que votre destin, votre carrière a été totalement interrompue. C'est vraiment, je pense que quand on est militaire de carrière, c'est une vocation, c'est plus qu'un métier. Et donc, je ne sais pas si ça a été le cas, mais il y a des parents, avec vos parents, mais il y a des parents qui disent, mon pauvre chéri, tu es malade, ou mon pauvre chéri, tu t'es blessé, ou tu es triste. Tiens, mange une sucette, mange des bonbons, mange des gâteaux. Et du coup, l'enfant associe le fait de manger des aliments qui en général ne sont pas très sains, quand on en mange beaucoup, ce genre d'aliments, notamment les aliments sucrés, en quelque sorte. Réconfort. Et après, quand je suis adulte, je vais chercher mon réconfort dans ces mêmes aliments, parce que consciemment ou non, ça me rappelle ce qu'on me donnait. C'est ce qui s'est passé peut-être, Robert, ou pas? Vous savez pas. Après c'est vrai que les parents, souvent quand voilà, pour nous faire plaisir, des fois ils nous font nos repas préférés quand on est malade ou voilà. Oui. Et du coup c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça peut assimiler dans le cerveau. Si c'est votre repas préféré, tout du moins celui que vous allez manger parce que vous êtes malade et que sinon vous mangez rien, là c'est différent. Non, c'est plus le fait de donner plein d'aliments sucrés quand l'enfant est pas content. Alors, le pire, c'est de lui donner des aliments sucrés pour être tranquille. C'est une chose qui se passe avec les portables parfois ou les écrans. On veut être tranquille, du coup on met l'enfant devant son portable, devant une télé.
ou devant ou avec des bonbons. Et ça, c'est vraiment pas la chose à faire si on veut bien éduquer les enfants à la nourriture. Mais aujourd'hui, Robert, vous avez retrouvé un poids de forme ou vous êtes encore un peu en surpoids? Du coup, là, depuis janvier, je me suis mis à... J'ai perdu 10 kilos depuis janvier. Bravo, 10 kilos. bravo. En 5 mois, c'est très bien. C'est pas trop rapide, c'est très bien. Oui. Donc, je me suis motivé. Ouais. Du coup, ça m'a fait beaucoup... Déjà, le sport, ça fait beaucoup de bien au moral. Exact. Et à l'associer à la nourriture saine, donc ça change, quoi. Ça change l'état d'esprit, la manière d'être bien dans sa peau. Et peut-être aussi que lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on aime le sport, hein, parce que il faut pas faire, enfin c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme le reste. Si on est obligé de faire du sport, on n'en bénéficie pas vraiment sur le plan psychique. Mais si on aime faire du sport, c'est qu'on quand même on respecte son corps, on aime son corps, et à mon avis, du coup, on reprend une meilleure alimentation sans doute, non? Mais tout est lié. Ouais, après, voilà, tout est lié. Oui, c'est vrai. Mais après, en faisant du sport, ça déclenche une hormone. Je sais pas si c'est une hormone ou quoi, mais ça fait du bien vraiment. Oui. En fait, ça sent bien déclenche une sécrétion non pas d'une hormone. Enfin, il y a des hormones aussi, mais surtout d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine relaxe, détend, fait du bien. Et quand on mange sucré, on a également une sécrétion de sérotonine. Et finalement, les personnes, ça a été bien montré, les personnes qui font du sport, lorsqu'elles avaient des pulsions alimentaires ou des pseudo-boulimies avant, ont beaucoup moins de pulsions parce qu'elles sont relaxées par le sport. Donc l'activité physique, effectivement, permet très souvent d'avoir moins de pulsions sucrées. Et finalement, vous êtes en train de mettre en place un cercle vertueux. Vous mangez mieux, vous faites du sport, vous mincissez, meilleur moral, du coup je bouge encore plus et vous maigrissez. Et alors qu'avant, il y avait un cercle qui était contraire vicieux, où je suis triste, je mange n'importe quoi, je prends du poids, je suis encore plus triste parce que j'ai pris du poids. Et j'ai pas envie de faire de sport. Bon, je prends encore plus de poids. Donc bravo d'avoir inversé la tendance. C'est tout à fait ce qu'il fallait faire de façon globale, avec une alimentation saine, plus le sport. Ou la marche. Oui, c'est vrai, ça marche. Donc vous n'avez pas besoin de nous, Robert. Vous avez su trouver le bon rétablissement. Bravo. Merci beaucoup. Et votre témoignage est important parce que c'est vrai que lorsqu'on va pas bien, pour quelles que soient les raisons, on comprend tout à fait, mais ça peut être un chagrin d'amour. Il y a des personnes qui, après un chagrin d'amour, vont maigrir et d'autres qui vont grossir. Absolument, c'est très divers. Il y a des personnes qui fondent, qui perdent tout appétit et puis qui perdent du poids lors d'un deuil ou d'un chagrin d'amour. Il y a d'autres qui prennent du pois. Qui vont se réfugier sur les kilos affectifs, absolument. Merci Robert, merci beaucoup. On fait une courte pause, on se retrouve avec le Love Conseil du jour, la jeunesse des seniors. Comment s'alimenter intelligemment et l'alimentation nous rend-elle plus performants, plus sensibles? On en parle aujourd'hui avec le docteur Jacques Fricker. Venez participer à l'émission et appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Jacques Fricker, on va parler de la jeunesse des seniors. Vous savez, tout le monde veut rester jeune et c'est un peu bête, hein, parce que de toute façon, la seule manière de ne pas vieillir, c'est de mourir. Hein, donc autant. Et la seule manière de ne pas mourir jeune, c'est de vieillir. Donc je trouve que les gens qui vieillissent, on a de la chance, parce que ça veut dire qu'on n'est pas mort jeune. Et les gens qui sont morts jeunes auraient bien aimé vieillir. On est bien d'accord. Donc relativisons, et il y a quand même quelques clés pour entre guillemets garder l'esprit jeune. Parce que ça, quel que soit son âge, on peut garder son esprit jeune. Et donc, je vais vous donner ces quelques clés. D'abord, il faut cultiver l'amour, parce que c'est quand même un peu la source de jouvence, hein, la relation aux autres, l'amour. S'intéresser aux autres, c'est très important pour bien vieillir. Oui. Voilà, pour bien vivre. C'est l'amour qui va maintenir encore plus cet esprit jeune que le sexe. Hein. C'est important aussi de le dire, puisque c'est ce lien affectif. Voilà. Ensuite, il faut continuer toujours à avoir des projets, comme si on n'allait jamais mourir. Effectivement. Et ça, c'est important aussi parce que ça nourrit l'élan vital. Il faut oser, certes, avec moins d'insouciance et plus de lucidité,
parce que si on n'ose pas, de toute façon, on reste enfermé chez soi. Hein, si on a peur justement de tomber, etc., etc. Il faut avoir encore la capacité de se révolter face aux injustices, parce que sinon on devient un vieux con, hein, entre guillemets. Et il faut pas être blasé non plus et démissionner face aux réalités douloureuses du monde. Et puis je crois, et moi j'insiste vraiment sur cette clé, il faut garder le sens de l'humour. Il faut garder le sens de l'humour, la relativité. Il faut également garder le sens de la surprise et de l'imprévu. Oui, il faut changer, par exemple, le seul fait, vous voyez, si vous allez d'un lieu à l'autre régulièrement, le seul fait de changer de route, de changer de chemin, de ne pas passer toujours par le chemin le plus court, mais de changer de chemin, de ne pas prendre le même bus, de ne pas prendre le même... Votre cerveau va être obligé de s'adapter. Et en fait, ça réduit les risques d'Alzheimer, rien que ça. Ouais. Donc le côté nouveauté, c'est l'intérêt des voyages. Parfois on se dit, bon, on est bien chez soi, on vit à la campagne par exemple, ou au bord de la mer, pourquoi voyager ? Mais finalement, la nouveauté, c'est important. Ça peut être tout proche, ça peut être à 40 km en prenant son vélo et en passant une semaine dans des gîtes, des choses comme ça. C'est pas forcément aller au bout du monde. Mais le fait de changer d'environnement, de changer de cadre, c'est important pour le cerveau, effectivement, pour bien vieillir. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui sont bien, pour le cerveau, il y en a beaucoup. Pour la jeunesse, enfin, je veux dire, pour garder le... Pour la jeunesse, oui, il y a les fruits et les légumes, parce qu'en fait, quand on vieillit, le corps s'altère en grande partie à cause de deux phénomènes, l'oxydation et l'inflammation des cellules. Et nos cellules deviennent moins performantes, meurent plus tôt, sont plus difficilement renouvelées, aussi bien au niveau cardiaque, au niveau des organes qu'au niveau du cerveau. Et cette oxydation et cette inflammation, elle est favorisée par les aliments très gras, riches en graisse animale, les aliments qui sont ultra transformés, qui sont trop texturés, trop modifiés par l'industrie, également par le sucre, notamment le sucre des boissons, le sucre du en soda, excès, etc. Des sodas, voilà, le sucre des sodas, ça c'est redoutable. Et à l'inverse, lorsqu'on mange beaucoup de fruits et légumes, où il y a beaucoup d'antioxydants dans les fruits et légumes, dans les aliments complets également, pâtes complètes, pain complet, dans les légumes secs qui sont extrêmement intéressants, comme les lentilles, les pois chiches, il ne faut pas hésiter à les renouveler. Alors, c'est souvent considéré comme un plat d'hiver, prendre une potée de lentilles. Mais ça peut être très bon en salade, par exemple, ou une salade de pois chiches, ou même en conserve. C'est également les noix, les fruits à coque, notamment les noix qui sont riches en oméga 3, les amandes, les noisettes, par exemple. Les aliments à faible index glycémique, comme les pâtes, le riz. De toute façon, on a tous ces renseignements dans votre dernier livre, qui vient de sortir. Les poissons également avec les oméga 3. Et puis le plaisir de manger. Il ne faut pas oublier le plaisir de manger. Ça, c'est bien. À la française ou à l'italienne, ou de manger comme on mange dans le bassin méditerranéen. C'est vraiment une manière optimale de bien se nourrir. Christophe est avec nous maintenant. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Jacques. Bonjour Christophe. Bonjour, je ne vais pas avoir grand chose à dire parce que tout ce que vous avez dit, c'est ce que je fais, donc c'est plus compliqué, ça va être compliqué pour moi. Oh, on va bien trouver quelque chose qu'il ne faut pas faire et que vous faites, Christophe. Oui, je bois du vin. On va en parler si vous voulez, oui. Allons-y. Je bois du vin rouge. Combien de verres par jour ? Ça dépend, c'est pas forcément tous les jours. Ça va alors. Non. Et puis en plus, je suis dans un village où il y a un lien social très fort, donc on est toujours les uns chez les autres, à droite, à gauche, donc c'est la belle vie un peu, quoi. Donc voilà, mais sinon, oui, par rapport à ce que vous disiez, moi effectivement, je m'intéresse à l'alimentation depuis très 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 longtemps, parce que je pense que c'est notre premier médicament. C'est-à-dire que grâce à l'alimentation, on peut aller mieux, quoi, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Moi je fais beaucoup de sport, j'en fais toujours un peu, je marche. Moi j'ai 61 ans, donc forcément je fais plus de rugby ou de football, de sport violent, donc je fais pas mal de marches, je joue au golf et je skie encore. Donc effectivement l'alimentation contribue à avoir une apparence, une certaine apparence, hein, parce que quand on mange sainement, on grossit pas forcément. Et puis ça contribue aussi à avoir une bonne énergie, une bonne énergie positive, parce que l'alimentation c'est aussi un plaisir. Et quand on fait des gros régimes où il y a de la frustration, forcément c'est pas forcément bon, quoi, parce que le mental en prend un coup. Effectivement, Brigitte a raison quand elle dit il faut de l'amour, il faut aimer manger, il faut aimer partager.
Voilà, donc oui, bon, moi je mange très sainement, pas de sucre, rien de blanc, pas de farine blanche, pas de tout ça, que du complet, semi-complet, des lentilles effectivement, pois chiches, peu de viande rouge, pas mal de protéines parce que bon, à mon âge on commence à perdre du muscle. C'est vrai, vous avez raison, oui. Donc pas mal de protéines qu'on peut trouver dans le skir ou dans autre chose. Hein. Bon, voilà, après il suffit et puis pas de plat transformé, jamais. Je fais la cuisine, je me fais à manger. Et donc bon, moi j'ai la chance, j'ai du temps parce que je suis musicien, donc je travaille le soir et pas forcément tous les jours, donc je suis à la maison, donc je peux. Et puis on est dans une région où on peut vraiment trouver des bons produits, quoi. Moi je suis dans le sud-ouest, dans le. Mais Tarn, moi je vais rebondir voilà. sur la question du temps, parce que c'est souvent la première remarque qu'on nous fait quand on dit à quelqu'un qu'il se nourrit un peu n'importe comment. Et la première réponse c'est souvent mais j'ai pas le temps. En fait c'est aussi juste, enfin on peut très bien se faire un très bon plat et en mettre deux portions au congèle. On peut mettre des portions au congélateur. On peut manger, si on fait un plat assez important de légumes, en garder pour le lendemain ou pour 2-3 jours. Ça se conserve 2-3 jours au réfrigérateur. Et puis aussi, ça peut être simple, on peut manger très rapidement. Si on prend l'exemple des légumes secs, des lentilles, des pois chiches, ça peut très bien être en conserve. Si on prend l'exemple des poissons, sardines à l'huile, très bon. Voilà, mais justement, les poissons, si on prend l'exemple des poissons gras, qui sont riches en vitamine D, notamment, il y en a 2 qui sont particulièrement riches, ce sont les maquereaux et les harengs, qui sont riches en oméga 3. Qui sont riches en protéines animales, qui sont de très bonne qualité, eh bien, les oméga 3 sont des graisses très importantes pour le cerveau et pour le moral. Alors, moi très souvent, quand excusez-moi, mais quand j'ai pas le temps, parce que je dois partir pour venir faire l'émission, je mange 2 œufs durs et une banane. Voilà, c'est une possibilité aussi. C'est très simple. Mais les poissons en conserve, c'est une excellente solution. Et pour les poissons gras, on a intérêt à manger des petits poissons qui sont riches, exactement, qui sont pauvres en métaux lourds. Et ce sont notamment les moins chers, ce sont les sardines, les harengs, les maquereaux et les anchois. On les trouve en conserve. Bien sûr. Donc quand on n'a pas le temps, on peut faire ça. Il y a également le thon. Il y a 2 thons différents en termes de conserve. Il y a albacore et jarmon, qu'on appelle également thon blanc, qui est un peu plus cher, mais qui est moins riche en métaux lourds parce que ce sont des thons plus petits. D'accord. Donc ça peut intervenir. Donc si on fait faire des pâtes, c'est pas très long. Faire des œufs durs, comme vous dites, c'est facile. Manger des fraises, une banane ou une pomme, c'est quand même pas très compliqué. J'ai une fringale à 19h, à 17h. Plutôt que de prendre des biscuits, je prends une pomme ou une banane. C'est aussi rapide. Si j'ai pas le temps de faire des légumes, très bien. Vous faites couper de tomates ou des endives en hiver et ça sera fait. Vous mettez un peu d'huile d'olive et de vinaigre et c'est parfait. Vous prenez des surgelés en conserve, des légumes en surgelés. C'est très bien aussi, notamment s'ils sont basiques, non préparés, et vous-même vous les cuisinez. Le fameux sandwich, c'est pourquoi pas un sandwich, à ce moment-là, faites vous-même votre sandwich, c'est possible, avec du pain complet, du pain de seigle, un pain d'épeautre. Oui, donc la baguette avec du pâté, c'est pas terrible. Une baguette de céréales ou une baguette tradition éventuellement. Vous mettez un peu de beurre, encore mieux un peu de fromage, et puis vous mettez du jambon, par exemple, ou du thon, mais ça risque de couler. Et surtout, avec le sandwich, mangez également une quinzaine de tomates cerises, si on prend cet exemple, ou un demi-concombre, pour avoir le côté légumes. Il faut vraiment essayer d'incorporer des légumes à chaque repas, et non pas de rondelles de tomates, mais des légumes en quantité relativement importante, au moins 100 grammes, ce qui fait l'équivalent d'une belle tomate par repas. Et c'est possible plus. Moi, à midi, pour déjeuner, je mange un demi-concombre bio. Sans le peler, parce que dans la peau... absolument. On pourrait y revenir pour les pommes, notamment. Absolument. Les gens pèlent le concombre, alors qu'il faut manger des concombres qui sont pas trop traités. Absolument. Ouais, mais il est meilleur dessalé quand même. Donc, non, moi je le mange cru. Quand c'est des bons concombres, on le mange cru. Je suis d'accord avec vous, oui, absolument. Demi-concombre cru, des pâtes semi-complètes avec un peu de parmesan, et puis voilà, et puis on a mangé. Et vous aviez un repas équilibré. Oui. Un peu de fromage dans une salade de lentilles, un peu de roquefort dans une salade de lentilles, ou du parmesan sur des pâtes. Ou alors la levure de bière, ou je sais pas moi, du son d'avoine. Le son d'avoine, c'est très bon. Eh bien, bravo, Christophe. Et vous avez la chance d'habiter dans un pays... Voilà, j'ai juste apporté mon témoignage comme quoi c'est possible, quoi. Voilà, donc... Oui, mais c'est possible, Christophe, oui. Et sans se ruiner, attention. Oui, mais ça, c'est... pour les bourses. Ça, c'est important, parce que c'est vrai que c'est aussi un des arguments. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez la musique, donc vous faites de l'art-thérapie sans vous en rendre compte. Vous avez donc un moral qui est plutôt au beau fixe.
Le problème de beaucoup de gens qui sont en surpoids, c'est qu'ils vont pas bien. Donc, on peut pas leur dire c'est facile, parce que c'est pas facile justement pour eux. Moi, je les montre pas du doigt non plus. Mais je sais bien. Je suis prêt même à les aider. Hein. Moi, j'ai des amis comme ça que j'essaie d'aider, avec qui je suis, qui font le temps d'être, 30 kilos. Et on voit bien que on peut avoir l'envie de faire un régime et on n'y arrive pas, parce que finalement c'est pas si simple que ça de se mettre ce projet dans la tête. Disons, il y a certains grands principes à avoir et après il faut les adapter à sa vie. Si vous aimez manger que 2 fois dans la journée, on peut être en pleine forme et maigrir avec 2 repas par jour, si on a besoin de maigrir tout du moins. Et on peut très bien également être en pleine forme et rester mince avec 4 repas par jour. Donc l'objectif, c'est d'arriver à proposer des conseils adaptés à chacun et non pas de rester rigide. C'est ce que j'ai essayé justement de proposer dans ce livre Manger intelligent. Mais on voit bien aussi, quand on invite des gens à dîner ou à déjeuner chez soi, on voit bien qu'il y en a qui vont se servir raisonnablement et d'autres qui ils mettent dans leur assiette encore plus et toujours plus. Oui. Alors, ça vient de quoi? Ça vient d'abord, quand on mange vite, souvent on mange plus que sa faim. D'où l'intérêt, si vous avez du mal à réguler votre poids, de manger lentement. Quand on mange vite, on n'entend pas le message de l'estomac qui dit stop, c'est bon, arrête. Je suis rassasié, c'est ça. Et du coup, c'est ça. Et du coup, on dépasse sa faim. Première chose. Deuxièmement, il y a des gens qui mangent en grande partie par rapport aux émotions. Et donc, quand ils sont ou par rapport à l'environnement, et là, effectivement, on risque de manger plus que sa faim. Il y a une autre chose également qui intervient par rapport à cela, de dépasser sa faim, c'est quand vous avez trop de choix. Il y a une étude extrêmement intéressante qui avait été faite par les Américains. Ils avaient proposé à une quinzaine de volontaires des box, des boîtes dans lesquelles il y avait des sandwichs, des petits sandwichs. Il y avait une vingtaine de sandwichs. On demandait aux gens de manger à leur faim, dans 2 circonstances différentes. Première circonstance, il y avait 2 goûts différents de sandwich. Il y avait jambon ou fromage. Et puis, ils mangeaient peut-être 10 sandwichs sur les 20. Et puis, une semaine après, même circonstance, on leur demandait, ils avaient une boîte de 20 petits sandwichs, dans lesquels il y avait 10 goûts différents. Il y avait jambon, fromage, mais également foie gras, saumon fumé, peut-être fromage fondu, de fromage, etc. Et du coup, les gens mangeaient beaucoup plus de fromage quand il y avait des goûts différents. Si vous avez du mal à garder votre poids, et si vous mettez à garder un poids raisonnable, oui. Et si vous mettez un plateau de fromage, on va prendre un petit peu tous les fromages. On a envie de goûter à tous. Si vous mettez le lundi le roquefort, le mardi le comté, le mercredi le camembert, là vous en mangez moins que si vous mettez chaque jour les 3. Donc ça aussi, attention au buffet ou aux choix trop importants, tout du moins pour les personnes qui ont du mal à garder la ligne qu'ils aimeraient. D'accord. Merci Christophe. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Si vous avez des questions à poser à Jacques Fricker, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on essaye de manger plus intelligemment aujourd'hui avec Jacques Fricker qui nous donne tous ses conseils. Il est médecin nutritionniste et son dernier livre, Manger intelligent, éloge de l'omnivore, c'est aux éditions Odile Jacob. Et dans ce livre, d'ailleurs, il y a toute la liste des médicaments, des aliments qui nous permettent d'être en bonne santé. Bonjour Chantal. Bonjour Brigitte et puis bonjour Monsieur Fricker. Bonjour Chantal. Bonjour. Eh bien écoutez, moi voilà, mon expérience en alimentation qui me rend peut-être pas plus intelligente, mais qui me donne des performances un peu plus soutenues, en fait ont été découvertes par moi suite à une candidose que j'ai attrapée, une candidose albicans que j'ai attrapée il y a 7 ans. Oui. Et où j'étais obligée de supprimer tout ce qui est à base de sucre et tout ce qui se transforme en sucre dans la digestion. Et donc, vous mangiez beaucoup de sucre? Non, pas particulièrement. Non, pas du tout, non. Mais j'avais par moments des grosses fringales de sucre, c'est-à-dire je pouvais consommer 5 barres de chocolat, enfin vous voyez, gros trucs avec du caramel dedans, des trucs comme ça, sans pouvoir m'arrêter, sans pouvoir me contrôler. Donc un tout petit peu addict à ça, oui. Oui, voilà, quand ça me prenait, mais c'était pas souvent, quoi. Et voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai eu de très, très, très violents maux de crâne pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et voilà, il s'est trouvé que mes intestins, avaient une candidose développée.
Et suite à ça, enfin, le fait d'avoir éliminé tout le sucre, qui est vraiment un poison, on le dit, mais c'est vrai, quoi, c'est un poison pour le sang, et c'est fou tout ce que ça peut entraîner comme désagrément. Je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, que c'est également un des aliments qui peut entraîner des cancers, hein, le sucre. À forte dose. Oui, quand on lit et quand on écoute pas mal de choses, enfin sur ce sujet, oui, il est dit qu'effectivement c'est pas bon, hein. Oui, alors, ça dépend également des quantités. Le fait de mettre un peu de sucre dans un yaourt, ou dans des salades de fraises, ou de la confiture, mettre de la confiture sur ses tartines le matin, qui vont être un peu sucrées, ou de prendre une tarte une deux fois par semaine, ou 2-3 biscuits par jour. Et ça va aller. Ce qui est surtout gênant, c'est l'excès, effectivement. Ce sont des boissons sucrées, ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et c'est le fait de manger des aliments comme des bonbons ou ce genre de choses à longueur de journée. Mais manger 2-3 aliments sucrés par jour, en quantité modeste, ça va, c'est pas un drame non plus. Hein. C'est même, ça ne nuit pas à la santé. Par contre, en manger beaucoup, oui. Et alors donc, depuis que vous avez arrêté le sucre, vous vous sentez mieux dans votre corps, dans votre vie Alors oui, complètement, je me sens mieux. Bon, il y a des moments, vous voyez, comme hier soir, j'ai mangé une part de melon au repas, mais bon, j'aurais pas dû, hein, parce que c'est sucré. Pourquoi non. Qu'est-ce que vous appelez sucre? Le lendemain matin, j'ai des maux de tête absolument impossibles. Aujourd'hui, je suis dans le pâté. Chantal, qu'est-ce que vous appelez sucre? C'est-à-dire, ce sont les aliments sucrés où on a rajouté du sucre? Non, ça c'est excellent. Non. Oui, mais moi je ne peux pas, je ne le supporte pas. Si je mange ça le soir, mon repas du soir, jusqu'à midi encore ça va à peu près, mais le repas du soir, rien que des légumes verts, des céréales. Non mais alors, par exemple, les fruits sont très riches en antioxydants, ils sont riches en polyphénol, ils sont riches en molécules anti-inflammatoires, ils sont riches en vitamines. C'est excellent pour la santé, les fruits. Mais on peut les manger quand on veut. Ça peut être en encas, ça peut être en dessert, ça peut être le matin, ça peut être le soir, peu importe. Si vous savez plus de les manger en début de journée, non pas à la fin, ça pose aucun problème. Mais on pourrait dire que les fruits, c'est du bon sucre, sauf les jus de fruits. Mais les fruits eux-mêmes, c'est du bon sucre, c'est pas du mauvais sucre. Hein. Ce sont des bons glucides. Mais c'est votre médecin qui vous empêche de manger des fruits, par exemple? C'est pas qui m'empêche, c'est mon expérience qui me fait constater que chaque fois, comme hier soir, une part de melon et un petit fromage blanc le soir, après le repas. Aujourd'hui, je suis dans le pâté toute la journée, et ça, c'est systématique, quoi. Oui, alors le melon est parfois plus difficile à digérer, effectivement. Hein. Mais prenez-le à midi à ce moment-là, le melon. Oui, c'est ce que je fais. Bon, hier soir, j'étais invitée, donc je me suis adaptée, bien sûr. Mais non, prenez-le à midi. Non, il ne faut pas hésiter à suivre son rythme. Ah, carrément, je prends jusqu'à 15-16 heures, j'arrive à prendre quelques petites choses comme ça, des fruits, mais après 16 heures, je ne peux plus strictement rien manger, que ce soit des pâtes. Bon, je prends que des pâtes au blé complet, je prends du pain complet, des choses comme ça. Mais si j'intègre ou un fruit ou quelque chose ou avant ou après mon repas du soir, je suis mon cerveau est comme si j'avais bu. Qu'est-ce que vous mangez le soir, Chantal, du coup? Alors je mange généralement des légumes verts avec du quinoa ou bien du riz complet voilà, c'est souvent ça en fait. Voilà. Mais très bien. Vous mettez également un peu de fromage, un œuf ou un peu de poisson ou de viande? Oui, exactement. Je mets pas de viande, parfois je mets un œuf. Mais très bien. Vous mangez très équilibré, c'est parfait. Oui, là vous n'avez pas du tout besoin de fruits. Si vous aimez les fruits, si vous les supportez bien, après un tel repas, vous pouvez le prendre. Mais vous pouvez très bien ne pas le prendre si vous supportez mal. Et vous faites très bien de vous écouter. Parce que les conseils qu'on peut donner sont des conseils qui sont des conseils généraux, qui viennent des études scientifiques, mais des études scientifiques sur un plan statistique et grand nombre. Après, il faut voir qu'est-ce que ça donne chez moi. Si pour moi, je me sens plus en forme en mangeant des protéines le matin et un peu moins le soir, très bien. Mais si c'est pas le cas, j'ai pas besoin de le faire forcément. Non, c'est très bien de vous observer vous-même.
Mais finalement, quels sont les symptômes dans notre corps qui prouvent qu'on mange des choses qui ne nous conviennent pas bien? C'est quoi? C'est des maux de tête? Ça peut être des maux de tête, ça peut être le fait d'avoir une lourdeur à digérer. Il y a des gens qui, en fonction de l'heure, vont avoir plus de lourdeur à digérer, notamment le melon, par exemple. C'est le fait d'être moins performant, c'est le fait de s'endormir. Alors, en sachant que ça dépend de l'heure. Si on prend l'exemple du vin ou des glucides. Les glucides ont tendance plutôt à relaxer et à assoupir. Pareil également pour les yaourts, par exemple, en raison de 2 molécules. Donc, à ce moment-là, il vaudra mieux prendre des produits laitiers si on y est sensible le soir et moins à midi. La tradition qu'avaient nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères de prendre un verre de lait au miel avant de se coucher, eh bien, on comprend maintenant pourquoi. Parce qu'à la fois, la saveur sucrée relaxe et permet de mieux dormir en fin de journée. Et également, dans le lait, il y a des protéines qui font fabriquer la sérotonine et fabriquer également la mélatonine qui finalement relaxe également et facilite l'endormissement. Donc, on peut n'y pas y être sensible, mais si on y est sensible, il vaudra mieux prendre ces produits laitiers, non pas à midi si on veut être performant dans l'après-midi, mais plutôt le soir. D'accord, donc il y a quand même des aliments à éviter le soir avant de... Et est-ce qu'on peut justement manger et aller se coucher tout de suite après? Parce qu'on dit toujours qu'il faut laisser 2 heures entre Ça dépend pour qui. Si vous avez tendance à avoir un reflux, de l'acidité qui remonte de l'estomac vers l'œsophage, vous savez, de l'acidité qu'on retrouve dans la bouche, là on a intérêt à laisser au moins 1 heure, 1 heure et demie avant de se coucher, et c'est possible à marcher après avoir mangé, et ne pas manger trop en volume. Si c'est pas le cas, c'est moins important. Ça dépend également du poids. Lorsqu'on a un surpoids, on a intérêt à ne pas trop manger le soir, sinon ça fait l'énergie en plus. Parce que quand on est en surpoids, on a un peu plus d'énergie qui circule dans le sang. Là, on va avoir un surplus d'énergie, on va moins bien dormir. Par contre, quelqu'un de sportif et d'actif peut très bien manger, non pas de façon gargantuesque, mais manger convenablement le soir et se coucher 1 demi-heure, 3/4 d'heure après. Il n'y aura pas de problème particulier. Donc ça dépend en grande partie des individus. L'alcool fait dormir, mais c'est pas une bonne... L'alcool à petite dose, c'est-à-dire un verre. Mais quand on boit plus, là au contraire on est gêné pour dormir. C'est important. Et en plus ça fait ronfler, je crois, beaucoup d'alcool avant de dormir. Et une chose très, très intéressante, c'est qu'il a été montré que lorsqu'on mange des protéines le matin, lorsque vous mangez du fromage, un peu de jambon, du saumon fumé ou un yaourt le matin, en plus de vos tartines, eh bien vous allez mieux dormir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'effet rebond le soir. D'accord. Et également le sport le matin va faciliter l'endormissement. Le sport en début de journée, on va mieux dormir. Par contre, on a intérêt à ne pas faire du sport juste avant de dormir. Il vaut mieux qu'il y ait 3 heures entre le sport intense et dormir, parce que sinon on dort un peu moins bien. Vous voyez, il y a un rythme là de l'activité physique qui peut intervenir aussi. Et tout ça, ça vient évidemment des neurotransmetteurs qui fonctionnent dans le corps et qui vont donc envoyer les signaux au cerveau. Voilà, qui vont envoyer les signaux et les communications entre les cellules neuronales. Mais alors, comment vous expliquez, tout ça me paraît assez clair parce que je crois que je suis une assez bonne hygiène de vie, mais pourquoi il y a des gens qui n'ont pas, ils ont coupé les signaux ou alors ils ont des signaux trop faibles comment on explique ça? Parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas cette chance. On peut avoir des signaux plus ou moins importants. Il y a des personnes, par exemple les personnes qui ont toujours été minces, quand ils ont plus faim, ils ont plus faim. Et l'estomac dit stop, et si elles mangent 3 bouchées de plus, eh bien je me sens pas bien, et du coup j'ai pas envie de le faire. Il y a d'autres personnes qui peuvent manger un demi-repas en plus et qui ne ressentent pas de mal-être. Et là, bien sûr, ça favorise la prise de poids. Mais ils ne ressentent pas de mal-être parce qu'ils ont habitué leur corps à trop manger, ou est-ce que... Il y a les deux. Il y a d'une part, génétiquement, il peut y avoir un estomac un peu plus gros, et qui peut donc accueillir plus de volume, mais également un estomac qui se vide un peu plus vite. C'est-à-dire quand vous mangez, l'estomac, la communication entre l'estomac et l'intestin grêle qui continue l'estomac est fermée, et l'estomac doit digérer, doit broyer tous ces aliments avant qu'ils ne passent vers l'intestin grêle. Il y a des personnes pour qui l'estomac va s'ouvrir trop tôt, et du coup il se vide un peu plus vite, et de ce fait ils peuvent continuer à le remplir plus un peu plus tôt. Donc ça agit. Il y a également des personnes qui sont plus sensibles à l'aspect psychologique de la nourriture, qu'on appelle des externalistes, c'est-à-dire qu'ils vont, dès qu'ils voient à manger, ils vont avoir du mal à s'arrêter.
Alors que s'ils ne voient rien à manger, ils oui, vont pas c'est ceux avoir qui du passent mal. devant la vitrine de la boulangerie Voilà. et puis qui ne peuvent pas s'empêcher de rentrer, acheter. De prendre, alors que s'ils ne passaient pas devant, ils vont. Donc ça agit également. Eh bien, on continue de parler de tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Chantal, en tout cas, et on se retrouve évidemment tout de suite après les infos. Aujourd'hui, avec Jacques Fricker, nous nous intéressons à la meilleure façon de s'alimenter pour améliorer nos performances et notre morale. Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons la nourriture, le rapport de la nourriture avec notre corps et notre esprit d'ailleurs. On va en parler avec vous bien sûr durant cette deuxième heure. Vous avez des questions précises à poser à Jacques Fricker, n'hésitez pas, il est là, il peut répondre à toutes les questions que vous avez envie de vous poser, aussi, notamment si vous avez peut-être un peu de kilos que vous avez envie de perdre. Il est médecin nutritionniste et son dernier livre, Manger intelligent, éloge de l'omnivore, c'est aux éditions Odile Jacob. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Eh bien, quelle joie, quelle bonne humeur, visiblement, Sébastien. toujours une bonne énergie. Toujours, on essaye. Bon, vous êtes relativement jeune, hein, vous êtes grand sportif, c'est ça ? C'est ça. En fait, je suis sportif de haut niveau. Enfin, je suis ancien sportif de haut niveau, donc ouais, j'ai fini ma carrière l'année dernière. Et du coup, pour ma part, moi, la nourriture et la performance ont toujours été liées depuis étant tout petit. Et donc du coup, quand j'ai vu le thème de l'émission, ça me semblait essentiel pour moi. Pouvoir, dire un peu mon avis, dire mon ressenti, et parler de tout ce que j'ai fait pendant toutes mes années de sportif. Voilà. C'était quoi comme sport ? C'était quoi votre sport, Sébastien ? Ah, on a un petit pro. Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis à 93, je fais 135 kilos, donc je suis assez lourd. Et justement, je devais manger en quantité pour avoir de l'énergie sur le terrain, et je devais garder ma force, je devais garder ma puissance, et je devais aussi garder mon énergie. C'est ça le plus important. Vous êtes rugbyman, Sébastien, bonjour. Non, footballeur américain. Footballeur américain, oui, c'est vrai. Oui. Football, rien à voir avec le rugby. Rien à voir avec le rugby. Ils sont complètement différents. Le football américain, c'est le sport numéro 1 aux États-Unis. Voilà. Donc, et nous, on a joué. J'ai joué en équipe de France. On est un championnat d'Europe quasiment toute l'année, avec le Flash de la Courneuve, avec les Paris Mousquetaires. Et est-ce que justement, durant votre carrière de sportif de haut niveau, vous avez quelqu'un qui vous dit comment manger, ce qu'il faut manger, ou est-ce que c'est vous-même qui avez trouvé votre... Alors, comme vous savez, le football américain, c'est pas un sport qui est très développé en France. Donc en fait, on a tout dû apprendre en fait par nous-mêmes. Voilà, nous en France, nous les athlètes, tous les sportifs de haut niveau, on a dû apprendre par nous-mêmes. Et on va dire qu'il y a deux types de sportifs. Il y a le sportif qui est très tourné vers les États-Unis, donc beaucoup de produits chimiques, on va dire, donc en fait une alimentation avec beaucoup de glucides, avec beaucoup de protéines, et on va prendre des BCA, on va prendre de la créatine, etc. Et il y en a d'autres, donc plus comme moi, on est plus tourné sur des produits qui sont plus naturels. Donc on mange beaucoup de pâtes complètes, beaucoup de riz, beaucoup de viande, beaucoup de poulet, et on va rajouter aussi beaucoup de légumes, beaucoup d'épinards, donc à base d'électrolytes. Moi je prends beaucoup d'eau de coco aussi, pour avoir des électrolytes qui sont naturels. J'ai même développé une boisson, en fait, des shots de gingembre, pour avoir ce petit coup de boost d'énergie, qui m'a permis en fait, d'avoir ce petit coup d'avoir toujours la bonne énergie pour pouvoir faire du sport et être toujours performant. Et donc voilà, donc deux types d'athlètes, très synthétiques, artificiels et très naturels, avec en fait on mange voilà. Jacques Fricker, justement, avant une compétition, j'imagine, il faut manger laisser du temps, j'imagine, pour que la digestion... Oui, en fait, avant une compétition, par exemple, avant un match de football américain ou avant un marathon ou une course, on a intérêt à manger, si c'est la veille au soir, et si vous allez si vous démarrez le matin, vous avez intérêt à manger plutôt des pâtes, plutôt un glucide qui soit lentement assimilé, pour qu'il y ait toute cette énergie dans les muscles quand vous démarrez. 10-12 heures après. En revanche, si c'est une compétition vers 17h et que vous déjeunez vers midi, là vous avez plus intérêt à prendre des glucides qui soient assimilés de façon pas trop rapide, mais pas non plus trop lente, style pomme de terre. Donc là, ça va dépendre. Il ne faudra pas manger trop gras, sinon vous allez avoir des lourdeurs. Un peu de légumes, mais pas trop,
pour qu'il n'y ait pas de gaz dans les intestins. Et puis, vous aurez sans doute besoin, si c'est une longue épreuve, de vous recharger en glucides régulièrement, et de bien boire pour éviter la déshydratation. Sans doute tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes, boire. Et là, ça peut avoir intérêt de boire une boisson style jus de fruits coupé moitié pour moitié avec de l'eau, qui va donc être assimilé facilement parce qu'il aura une concentration en micro-éléments qui sera la même que celle du plasma, donc ça sera assez vite digéré. C'est ce qu'il faut pendant le sport. Oui, oui, bien sûr. Sébastien, vous avez donc arrêté le sport de haut niveau, vous restez sportif, vous avez, j'imagine, donc un peu moins, vous dépensez un peu moins d'énergie, hein, je suppose, donc vous avez un petit peu réduit votre alimentation ou vous avez pris un peu de poids? Alors c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui. Quand on a fait 12 ans de sport de haut niveau, on est un peu conditionné en fait à bien manger. Quand on arrête le sport, c'est assez difficile. Donc en fait, moi j'ai mis du temps, mais pendant un an après l'arrêt du sport, j'ai continué à manger comme si je faisais du sport. Donc ça, c'était très difficile. Et vous avez changé Avez-vous pris du poids? J'ai pas pris du poids. Par contre, j'ai pris du gras. Oui, ça. J'ai perdu du muscle. Voilà. Donc, en fait, Eh oui. Alors ça, c'est le risque. En fait, là, je suis à 134 kilos à peu près. Mais en fait, avant, j'ai des 134 kilos de muscles. Et là, aujourd'hui, on voit que j'ai un peu plus de gras. Voilà. Alors, c'est le risque des sports, notamment des sports qui sont des sports de force, comme le judo, comme le rugby, comme le football américain, comme l'haltérophilie. Quand on arrête, il y a très souvent des reprises de poids. C'est beaucoup moins le cas lorsqu'on arrête le sport de haut niveau, lorsqu'on fait de la course à pied. Donc, effectivement, il faut vraiment, quand on arrête le sport à haut niveau dans ce genre de sport, dès le début, manger moins en calories. Alors, c'est pas forcément moins en quantité, mais réduire les graisses, la viande et les féculents, les glucides, et augmenter la part des légumes pour avoir toujours un volume important avec moins de calories. Sinon, effectivement, on perd du muscle, mais on prend du gras. Et ça, c'est pas très bon. On prend notamment du ventre. C'est la graisse du ventre qui est dangereuse pour la santé. Complètement. C'est exactement ça qui m'arrive. Donc, il faudrait vous mettre. Est-ce que vous faites, ça. Avec le poids que vous avez, la course, c'est pas forcément très bon. Vous faites du vélo? Ah, si. Hein. Ah, non, là, je suis lourd, mais je cours très bien. Ah oui, bien sûr. Attention à vos genoux. Attention à vos genoux. Hein. Alors, j'ai complètement, mais mes genoux sont solides. On fait beaucoup de musculation, en fait, vous savez, au football américain. En fait, le football américain, c'est, on va dire, 30% du sport. Mais tout le reste, c'est la musculation, c'est de l'athlétisme, beaucoup de natation. Vous continuez la musculation ou pas? Parce que comme vous êtes moins motivé, vous pouvez... Beaucoup moins. Alors avant, la musculation, c'était beaucoup de musculation sur la puissance, beaucoup d'haltérophilie. Mais aujourd'hui, j'ai complètement arrêté Parce que c'est beaucoup d'étirements. Voilà, je vais un peu lever un peu de... Oui. Alors, vous êtes jeune, vous avez 34 ans, c'est vrai, mais on sait très bien que la course pour les articulations, c'est jamais excellent, et d'autant plus quand on est plus lourd. Tandis que la marche, il n'y a aucun problème. La marche, le vélo, la natation. Et si vous courez sur un terrain mou, courez pas sur le macadam, mais courez plutôt sur des chemins de forêt ou des chemins de champs. D'accord, oui, je vois très bien. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. De temps en temps, comme il n'y a que du béton, et moi j'habite à Villers-sur-Marne, voilà, il y a beaucoup de béton, mais voilà, là en ce moment je suis en Martinique, voilà, je passe beaucoup de temps à courir en fait sur le sable, à la montagne, voilà. Très bien, merci en tout cas de votre témoignage, parce que c'est vrai que pour les grands sportifs, l'arrêt, ça demande quand même continuer à bouger un peu comme vous le faites. Un moment d'adaptation, et il ne faut pas laisser... je crois, vous me dites si je me trompe, Jacques Fricaire, parce que moi je ne suis pas médecin nutritionniste, mais quand on a de la graisse qui s'installe, plus on la laisse s'installer, plus elle est difficile à perdre. Oui, il vaut mieux essayer, quand on a pris du poids, de les perdre assez vite. C'est plus facile de perdre à ce moment-là. Et puis c'est plus facile quand on était plus jeune, quand on est plus âgé. 34 ans, ça va. Absolument. Tous les espoirs vous sont permis. Tout est permis. Merci beaucoup, Sébastien. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Caroline qui veut poser des questions sur l'alimentation de son fils. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Jacques Fricker est avec nous, médecin nutritionniste et auteur de Manger intelligent, éloge de l'omnivore aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous avez tous les aliments qui sont passés en revue et vous n'aurez plus aucune excuse si vous mangez mal. Caroline, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jacques. Bonjour Caroline. Bonjour. Je voulais poser des questions au sujet des enfants TDAH dont le cerveau a de forts besoins. D'après ce que j'ai, parce que bon, ça fait pas longtemps qu'il a été diagnostiqué, mais d'après ce que j'ai pu voir, ils ont besoin de pas mal de vitamines, d'oméga et tout ça, et donc j'ai vu donc les petits poissons gras, les fruits à coque, mais c'est vrai que le petit souci, le matin au petit déjeuner, c'est pas évident de trouver quelque chose qui puisse le nourrir pour la matinée, pour partir à l'école, et avoir quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir essayer d'apprendre à peu près correctement, quoi. Donc, voir si je peux avoir quelques petites pistes. Alors, qu'est-ce qu'il mange actuellement le matin ? Pour l'instant, il ne boit que du lait avec du chocolat en poudre. Oui. Quand le week-end, il se sent moins stressé, donc il mange des tartines avec du beurre, tout simplement. Mais voilà, le matin, il mange pas beaucoup, donc c'est pour ça que je me pose des questions. Comment le nourrir un peu mieux. Alors, quel âge a-t-il ? 8 ans. Quel âge ? 8 ans. Il a 8 ans. 8 ans. D'accord. Est-ce qu'en classe, la maîtresse ou le maître vous a dit qu'il avait un peu, qu'il décrochait vers 10 heures, qu'il était soit ronchon, soit qu'il arrivait moins à suivre les cours ou trop énervé à ce moment-là ? Alors le problème des troubles de l'attention avec hyperactivité, c'est qu'il est un peu tout le temps comme ça. Oui. On vous a pas dit que c'était accentué En fin de matinée, par exemple. Non, pas forcément. C'était pas accentué par rapport à une horaire. Bon, je fais très attention au temps de sommeil parce qu'il a quand même. C'est pas un bon dormeur, mais je suis assez strict, à cheval, on va dire. Pas strict, mais bon, à cheval sur l'heure du coucher, plus ou moins 5 ou 10 minutes, parce que quand même il se lève tôt aussi le matin. Donc j'essaye au moins qu'il ait un temps de sommeil correct. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après non, à cause de son TDAH, c'est un peu toute la journée. Il y a des moments un peu plus calmes et puis bon, mais après, la plupart du temps, il est quand même branché sur le secteur. Quoi, mais est-ce que depuis qu'il a été diagnostiqué et que vous avez donc fait attention à son alimentation, ça va mieux ? J'ai essayé de mettre en place quelques petites choses au courant de la semaine, donc manger un petit peu plus de poisson gras. Bon, après, il adore le maquereau. Mais est-ce que ça va mieux ? Alors, j'ai mis en place aussi des compléments alimentaires à base de safran. On est d'accord, mais est-ce que ça va mieux ? C'est ça la question. Parce que sur le long terme, enfin, il arrive un petit peu mieux à se concentrer, mais il est toujours dans la grande action, quoi. Il est toujours très actif. Au niveau des émotions, c'est toujours décuplé. Après, je trouve qu'il se concentre un petit peu mieux. Est-ce qu'il est souvent sur écran ? Non, rarement. Ça, c'est un truc on habite à la campagne et c'est une chose j'ai du mal à tolérer, en fait. Voilà, pardon, mais... Ça, c'est très bien. Est-ce que... Alors, il faudrait lui proposer le matin, si vous aimeriez qu'il mange plus le matin, il faudrait lui proposer différentes choses. Peut-être qu'il serait partant pour manger un peu de pain et de fromage, manger salé. Il y a des enfants qui ont envie de salé le matin, et ça, c'est très bien. Vous mangez du pain avec du fromage ou du jambon, vous pourriez lui proposer ça, voir ce qu'il vous dit. Oui. Éventuellement, alors, je ne vous conseille pas des céréales croustillantes, parce que ça va lui entraîner un shot d'énergie, mais après il aura une hypoglycémie 2 heures après. Et oui, éventuellement des flocons d'avoine, mais les enfants n'aiment pas toujours beaucoup ça. Il raffole pas des céréales en plus. Oui, très bien. Il aime des choses un peu plus simples, en fait. Alors, si possible, une baguette tradition, ou encore mieux, un pain aux céréales ou un pain de seigle. Oui. Avec essayer le salé, ou un peu de beurre, ou un peu de Bon, cela dit, le lait chocolaté, c'est pas si mal que ça. Il a des protéines, il a un peu de glucides, il a des vitamines, du calcium. C'est déjà mieux que rien, hein. C'est déjà une bonne chose qu'ils prennent ça. Ce que vous pouvez faire également, c'est lui mettre dans son sac une pomme ou une banane, ou un petit sandwich, un mini sandwich de pain fromage par exemple. Et s'il a faim, il le mange à la pause vers 10h, 10h30. D'accord, oui. Vous lui mettez ça dans le sac. Oui.
oui. Ça peut être faisable, oui. Ou, oui, oui. ou deux, trois petits beurres. Ce qui est pas mal non plus. C'est un peu moins bien, mais c'est pas mal non plus. D'accord, ok, oui. Ok, ça peut se faire, oui. Mais oui, oui. s'il vous dit qu'il n'a pas faim dans la matinée et que tout se fasse bien, c'est pas un drame. Si par ailleurs il mange convenablement à midi et le soir, c'est pas dramatique. Non, il mange. Enfin, j'essaye. Le midi, il mange à la cantine, mais donc j'ai pas le regard dessus. Puis c'est un self, donc ils peuvent choisir entre deux plats à chaque fois, entre deux options. Mais bon, c'est vrai qu'après pour le goûter, c'est nous qui le fournissons. Donc il y a toujours un apport en fruits, un apport de biscuits entre guillemets. Il a toujours sa bouteille d'eau avec lui. Très bien. Mais c'est vrai que c'est pas évident de. Voilà, vous semblez, Caroline, vous semblez quand même d'être assez lucide et au courant de ce qui peut être bon pour lui. Dans ce que vous dites, on n'entend pas de bêtises. Donc parce que je me suis renseignée. Bravo, c'est bien. Non, mais c'est une preuve d'intelligence. Donc faites-vous confiance. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Et puis, tout doucement, vous allez pouvoir réguler bien son alimentation. Et puis voilà. Parce que c'est toujours le problème, si ensuite vous attachez trop d'importance à l'alimentation, si vous vous inquiétez trop, il peut vous rendre chèvre. Alors je sais qu'il faut qu'il mange du fromage, mais peut-être pas... Voilà, la rendre chèvre, c'est meilleur. Oui. Vous voyez, c'est toujours le danger quand un parent est trop à surveiller et à penser que c'est essentiel, que l'enfant n'en fasse pas, n'en profite pas, vous voyez. Oui, alors après, depuis petit, ce n'est pas un grand mangeur, donc j'avoue que je n'ai jamais forcé à l'alimentation. J'ai toujours proposé, et par contre, je mets un point essentiel à ce qu'il goûte, même si il n'y attache pas une grande importance, mais juste une bouchée. Donc après, il aime ou il aime pas. Mais c'est vrai qu'après, comme ce n'est pas un grand mangeur, mais je le force pas à manger, tout simplement. Mais par contre, j'essaye d'équilibrer un petit peu l'alimentation. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis toujours un petit peu inquiète, pas inquiète, mais je me pose des questions. Vous avez envie, pour bien commencer sûr, la journée, quoi, en fait. Vous avez envie de bien faire, mais c'est pour ça que Jacques Fricard vous a donné 2-3 petits conseils. Et je suis sûre que vous allez les suivre parfaitement bien. Je vais essayer. Mais j'en doute pas. Et vous faites déjà bien. Bon, mais j'essaye toujours. J'essaye de beaucoup me renseigner, mais c'est vrai que. Alors, important également pour le sommeil, assurez-vous qu'il ait un bon apport en vitamine D, notamment en hiver. Parce que la vitamine D intervient sur le sommeil. On la trouve dans le jaune d'œuf, dans les poissons gras. Mais souvent, on n'en mange pas assez. D'où l'intérêt de voir avec votre médecin s'il a besoin ou non de compléments alimentaires en vitamine D. C'est un des seuls compléments alimentaires qui soit utile. J'en avais déjà un petit peu parlé avec lui quand il était plus petit. Alors il n'a jamais dosé la vitamine D ou quoi que ce soit, parce que comme on vit beaucoup dehors, on est agriculteur, donc on est beaucoup à l'extérieur. Même l'hiver, il en fabrique au niveau du visage. Oui, c'est vrai. Voilà, il dit que c'est suffisant. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais complémenté en vitamine D. Donc voilà, c'est pas comme les petits enfants des villes. Suivez le conseil de votre médecin. Ok. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Merci à vous. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler de la femme face à sa sexualité. On va tester également ce petit rouge à lèvres jouet intime. Et vous pouvez vous aussi nous rejoindre sur Sud Radio pour poser des questions au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Sexo Conseil. Eh bien, Jacques Fricard, on va parler de la sexualité des femmes. C'est compliqué pour les femmes. Et c'est notamment compliqué après la naissance d'un enfant. Et beaucoup de femmes vont avoir un peu tendance, une fois qu'elles ont accompli leur désir d'enfant, qu'elles en veuillent un ou plusieurs, de tendance de ne plus être très attirées par la sexualité, et de même d'ailleurs après la ménopause, certaines femmes, peut-être parce qu'inconsciemment elles pensent que la sexualité ça sert à se reproduire, elles peuvent faire l'impasse sur la sexualité. Donc c'est déjà la première chose qui peut les aider à retrouver une envie de la sexualité, c'est de comprendre que la sexualité c'est pas uniquement pour faire des enfants.
La deuxième chose, c'est de ne pas croire que seul l'homme est responsable de sa jouissance. Plus les femmes sont actives dans leur sexualité, moins elles vont abandonner la sexualité à un moment donné. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Ensuite, elle doit aimer son corps de femme et sa féminité sans complexe, parce que c'est souvent les complexes, et notamment les complexes de poids, qui vont éloigner les femmes de la sexualité. Ça gêne rarement l'homme, mais ça gêne la femme. Exactement, ça gêne très rarement l'homme. Il faut vraiment que l'homme ait une sorte d'esthétisme important. Dans son, très souvent, moi, des patientes me disent... mon mari ou mon compagnon, mon partenaire me trouve très bien, mais moi je ne me supporte pas, du coup je refuse d'avoir des rapports avec lui, alors que lui a envie, il n'est pas gêné par mon corps. Et les hommes aiment la rondeur souvent, hein. C'est féminin. Et c'est dommage parce qu'en plus la sexualité ça aide à perdre du poids. Absolument, quand on est absolument, ça permet. Pas parce qu'on dépense beaucoup de calories, non, ça c'est pas, il faut pas rêver. On dépense un petit peu, quand même pas à vouloir, il faudrait vraiment y passer la journée. Pas suffisamment pour maigrir, mais en revanche, ça donne envie de. Et puis étendu. C'est comme le sport, quoi. Ça donne. Absolument, on fabrique la sérotonine, on fabrique également différents neurotransmetteurs qui fait qu'on est plus étendu, on a moins besoin de grignoter, de manger sucré. Voilà, donc la sexualité a cet avantage-là. Ensuite, il ne faut pas hésiter à valoriser le partenaire, parce que plus on dit à un homme qu'on l'admire, plus il va nous désirer. Hein. Bon, ça c'est comme ça. Hein. Ça changera peut-être au fil du temps. C'est peut-être acquis, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche encore comme ça. Et puis il faut pas avoir peur d'oser dire ce qui nous convient et ce qui nous convient pas, pour améliorer justement les rapports sexuels, parce que plus les rapports sexuels nous conviennent et sont harmonieux, plus on va avoir envie, nous les femmes, à reprendre. Et je crois que c'est surtout, et ça c'est essentiel, lorsqu'il y a la moindre douleur, il faut le dire, parce que s'il y a douleur, ça coupe le désir pour la prochaine fois. Notamment après la ménopause, il peut y avoir des douleurs après la ménopause, puisqu'il y a moins de lubrifiant naturel, donc il ne faut pas hésiter à en parler au partenaire. Voilà, et si vous respectez toutes ces clés que je viens de donner, il n'y a aucune raison que vous arrêtiez la sexualité. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jacques. Bonjour Pascal. Alors vous avez reçu ce stimulateur clitoris rouge à lèvres, donc moi je l'ai pas, je sais pas où il est passé, bref, c'est pas grave, j'ai la photo quand même. C'est donc un petit rouge à lèvres en apparence, hein, mais qui est vibreur, et que l'avantage c'est qu'on peut le mettre dans son sac. Oh, tout à fait. Alors, vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Donc, je l'ai reçu il y a à peu près 3 semaines, à peu près. Et donc, en fait, je le trouve particulièrement élégant, déjà, d'aspect extérieur. Il est élégant, il est très discret. Le voilà. Et donc, la matière, donc, il est waterproof. Bon, cette fonction, je ne l'ai pas utilisée. Il possède à peu près une dizaine de vibrations. Bon, moi, perso, les vibrations... J'ai pas trop adhéré à toutes, mais bon, voilà, quoi. Après, qu'est-ce qui vous a pas plu ? Écoutez, je sais pas. Il y en a certaines qui sont très saccadées ou moins saccadées. Après, bon, il y en a pour tous les goûts, hein, finalement. Mais bon, après, voilà, moi, j'ai moyennement adhéré à toutes les vibrations. C'est assez fort, hein, visiblement. Exactement. D'une, c'est fort. Et puis de deux, même au niveau sonore, sur l'emballage, il marque que c'est discret, mais pas moi, je suis assez sensible au bruit. Et du coup, moi, je l'ai pas trouvé très discret, en fait. Non. Voilà. Il faut reconnaître que c'est plus un jouet gadget, hein, si je puis dire, que le vrai jouet qui va vous emmener au 7e ciel. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, moi, je l'ai utilisé. Donc, dans un premier temps, je l'ai utilisé plus en stimulation clitoridienne. Moi, pour le coup, ça n'a pas été, j'ai pas eu un effet de fou, voilà. Et après, dans un deuxième temps, j'ai plutôt utilisé un vibromasseur, du coup, et du coup, en auto-stimulation par moi-même. Et là, par contre, j'ai trouvé beaucoup plus efficace. D'accord. Mais je crois que l'avantage de ce jouet, c'est qu'il est en effet rigolo, discret. On peut l'avoir, on peut l'emmener en voyage. Enfin bon, mais c'est certainement pas évidemment les plus performants qu'il y a actuellement sur le marché. Quelle note vous lui donnez, Pascal ? Moi, j'ai divisé en deux. Du coup, j'ai divisé une partie sur 5 comme côté esthétique. Donc côté esthétique, il n'y a rien à dire. Hein, il est super joli, donc j'ai mis 5. Et après, sur l'efficacité, dans le premier temps, sur la première utilisation plutôt clitoridienne, là, j'avais noté à 6. Après, du coup, comme en mode vibromasseur, je l'ai trouvé pas mal, je suis montée à 8-9.
quand même. D'accord. Bah écoutez, vous avez fait vous avez fait un jet testé formidable, Pascal. Bravo. Bah oui, écoutez, merci. Bon élève déjà. Bah merci. Bon, en tout cas, je pense que l'avantage qu'il a, c'est justement ce côté un peu ludique, un peu original. Je trouve que c'est peut-être aussi un cadeau qu'on peut offrir en premier jouet à sa compagne, qui fera pas peur. Donc oui, c'est rigolo. C'est assez rigolo. En tout cas, voilà, merci Pascal et bravo pour ce test. Ce stimulateur clitoris rouge à lèvres My Lady de la marque Black Empire, vous pouvez évidemment le retrouver sur concordelove.fr. Je rappelle qu'avec le code promo Sud Radio 15, vous avez 15% de réduction. Et quant à celui que j'ai entre les mains, vous allez pouvoir le gagner si vous voulez. Et pour ça, il faut participer à l'émission. Et si vous participez à l'émission, en cadeau, vous recevez ce jouet. Et vous allez vous inscrire sur sudradio.fr si vous en avez envie. Voilà. On retrouve maintenant Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Séverine. Jacques Fricker qui est avec nous. Jacques, oui, excusez-moi. Ouais. C'est pas grave. J'ai pris le cours en route, enfin l'émission en route, alors voilà, je suis un peu perturbée. Pour ma part, je voulais faire un témoignage, alors pour dire, sur la nutrition évidemment. J'ai pendant très longtemps, mon adolescence et pendant de nombreuses années, pas forcément fait attention, enfin quand de nombreuses années, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à faire attention à comment m'alimenter, alors qu'avant absolument pas. Et ensuite, j'ai fait attention parce que je commençais à pratiquer du sport. Donc, et puis aussi pour ma ligne, parce qu'il y a aussi une particularité, c'est que je n'ai jamais aimé mon corps. Pourtant, je ne suis pas en surpoids du tout, bien au contraire, je suis dans les normes, on va dire, voilà. Mais bon, j'ai jamais aimé, donc j'ai commencé à faire attention à l'âge de 25 ans et qui après, d'autant plus quand j'ai commencé à pratiquer du sport. Et est-ce que, excusez-moi, je vous pose une question, mais ça peut intéresser des femmes qui nous écoutent. Est-ce que le fait de faire attention à votre alimentation, justement, vous a réconcilié un peu avec votre corps? Non, du tout. Non, ça n'a pas marché. Claire, malheureusement, non. Bah non, parce que je pense que j'avais un objectif peut-être trop haut. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre corps? Essentiellement la partie centrale, on va dire mon ventre. Donc, mais voilà. Alors ça c'est intéressant parce que je crois qu'il faut quand même rappeler que sur le plan physique, anatomique, la femme, elle a un peu de ventre, c'est normal. Enfin c'est quelque chose. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les tableaux ou les sculptures des femmes idéales, que ce soit les sculptures grecques ou les tableaux ensuite. La femme a toujours un peu de ventre. Hein. En général, c'est sous le nombril, alors que l'homme c'est en général au-dessus. Il y a toujours un peu de ventre chez la femme. Ça fait partie également de la féminité, du corps féminin. Et c'est d'ailleurs la petite réserve qui permet d'être enceinte. On sait que les femmes anorexiques ont du mal à tomber enceintes. Les femmes anorexiques, oui, effectivement, elles n'ont plus de règles, elles ne peuvent pas être enceintes. Oui. Donc c'est ce petit bidon, il faut l'aimer, Séverine. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et donc ça m'a amené à faire attention malgré tout le temps et toute ma vie. Et puis voilà, je disais, là où je voulais intervenir aussi, c'est que j'ai démarré le sport, pareil à partir de 25 ans et au fur et à mesure des années, arrivé 30 ans, j'ai intensifié le sport justement et il s'est avéré, alors je faisais de la course à pied, donc un sport assez violent, on va dire quand même malgré tout, à hauteur de 3 à 4 séances par semaine, donc avec des objectifs de compétition de marathon. Séverine, j'aime bien dire que la course, c'est un sport de maso. Oui, mais complètement. Et je vous rejoins totalement là-dessus. Et au plus on en fait, au plus on veut en faire. Et puis, on se détruit pas mal de choses. C'est dur pour le corps. Avec le recul, voilà, tout à fait. Et c'est avéré que alors, est-ce que c'est ce qui a fait l'intensité après, mais j'ai eu le syndrome du côlon irritable qui s'est déclaré assez tardivement. Et donc j'ai été contrainte obligée, on va dire, surtout par rapport à ça, de devoir revoir toute mon alimentation. J'ai arrivé à un stade où mon corps, mes intestins ne supportaient quasiment plus grand chose, on va dire. Donc j'ai dû revoir tout ça. Qu'est-ce que vous diriez justement sur ça? Le côlon irritable, c'est sans doute pas lié au sport, à la pratique du sport. Ça peut être lié à une période de stress.
Ça peut être lié à un changement dans votre vie qui vous a stressé, qui vous a gêné. Ça peut être lié à un changement alimentaire. Mais il faut faire très attention justement dans ce qu'on appelle le côlon irritable, à ne pas exclure longtemps les aliments. Parce que le risque, c'est d'avoir une alimentation totalement déséquilibrée, avec trop d'aliments raffinés. On arrête les fruits, on arrête les légumes, on arrête le gluten. Et finalement, on mange beaucoup d'aliments transformés et on conduit à une alimentation qui est moins saine. Il faut très vite réintroduire progressivement les aliments qu'on a exclus. Et comment est-ce que vous avez fait pour exclure les aliments? Comment est-ce que vous avez su les aliments qui vous provoquaient cela? Alors, comment j'ai su? J'ai fait une prise de sang avec la liste des ingrédients des aliments, et puis j'ai exclu dans un premier temps. Alors, contrairement à ce que vous dites, je ne suis absolument pas passée par les produits industriels ou transformés, pas du tout. J'ai arrêté le gluten, par contre, complètement. Donc, j'ai commencé à manger tout ce qui était du riz, des pâtes sans gluten, plus de pain. Non plus, et par contre je continue les protéines, les fibres, les fruits aussi, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure, et j'ai arrêté le lactose aussi, tout ce qui est à base de caséine. À la base je n'ai jamais aimé le fromage, donc j'ai eu cette chance entre guillemets de ne pas devoir l'arrêter, puisque je ne l'aimais pas. Alors par contre je mangeais beaucoup de yaourts, oui, j'aimais beaucoup les yaourts avant. Donc j'ai arrêté les yaourts aussi. Alors j'ai tenté de me basculer sur les yaourts de chèvre ou de brebis, mais j'aime vraiment pas le goût. Alors vous savez, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, ces tests qui sont pas remboursés, qui sont chers, sont en grande partie bidons. Ils montrent toujours les mêmes résultats. Il y a toujours gluten, lactose. Ça fait du business, mais c'est en grande partie bidon. Deuxièmement, les personnes qui suivent des régimes sans gluten alors qu'elles n'ont pas de maladie cœliaque ont une mortalité qui est accrue par rapport à ceux qui mangent des bons gluten, parce qu'ils mangent plus d'aliments transformés, et surtout ils se privent des choses intéressantes qu'il y a dans les pâtes, par exemple, dans les pains complets ou autres. Ce qui est mauvais, c'est le gluten issu des aliments qui sont trop raffinés, comme le pain blanc, comme les pâtes qui sont à cuisson rapide, comme certains riz blancs. Mais le fait de se priver de pâtes ou de pain, c'est un peu dommage, et puis c'est pas forcément très, très agréable. Et alors, vous arrivez heureusement à manger des produits qui ne sont pas ultra transformés, ça c'est très bien. Et par rapport au lactose, il faut savoir deux choses. Premièrement, dans les yaourts de chèvre, dans le lait de chèvre, il y a autant de lactose que dans les laits de vache. Et dans les yaourts de vache ou de chèvre, il n'y a plus de lactose. Parce que le lactose est digéré par les bactéries du yaourt qui le transforme en acide lactique. Donc il n'y a absolument pas ce problème. Et les faits de manger des yaourts, c'est bon pour le microbiote, c'est bon pour la santé, ça réduit le risque de diabète, ça réduit le risque de maladie cardiovasculaire. Donc c'est sans doute dommage de vous en priver. Vous n'avez pas intérêt à en manger trop, mais c'est peut-être dommage de vous en priver. Vous auriez sans doute intérêt à en réintroduire doucement. D'abord 2-3 par semaine, puis 1 par jour. Je pense que ce serait une bonne chose, et à mon avis, vous allez bien le digérer. Oui, parce que alors aujourd'hui, par contre, depuis quelques années maintenant, malgré tout, ça doit faire 5 ans maintenant. Je vous rejoins complètement. Alors, je suis pas du tout nutritionniste et quoi que ce soit, mais voilà. Par contre, j'arrive. Alors, il y a une chose que j'ai pas su m'arrêter, et je mange pas en grosse quantité, mais occasionnellement, c'est de la glace, parce que j'adore la crème glacée. Et ça, j'arrive à en manger. C'est pas terrible pour le côlon irritable. Hein. Oui, je sais, mais par contre, ça passe. Alors que aujourd'hui, j'en suis à un point où j'ai beaucoup de mal. Alors, je mange énormément. J'ai mangé beaucoup de légumes, j'adore ça. J'adore les légumes, c'est surprenant, mais bon. Et aujourd'hui, le côlon commence à ne plus accepter les légumes. Légumes et fruits commencent à me dire, j'en veux plus, quoi. Donc. Et vous mangez pas de pâtes, pas de pain, pas de légumes, pas de fruits, pas de fruits laitiers. Qu'est-ce que vous mangez? Si, je mange des légumes, en petite quantité. Je mange du riz, beaucoup de riz complet, parce que pour faire du sport, il faut quand même effectivement que je me nourrisse, quoi. Et puis, je mange des protéines, je mange de la viande, des œufs, du poisson, beaucoup de poisson. Donc, mais du coup, votre côlon, on a pratiquement plus de travail à faire. Vous vous privez de beaucoup d'éléments nutritifs intéressants, et vous avez une alimentation qui vous expose à long terme à plus de risques de santé que si vous mangiez plus diversifié. D'accord. Je crois que essayez progressivement de réintroduire certains légumes, plus faciles à digérer que d'autres. Par exemple, les courgettes, en général, sont très faciles à digérer. Les agrumes, également, ont très peu de FODMAPs, par exemple. Les courgettes, en ce moment, je peux pas. Ça passe pas.
Bon. Donc, il faut que j'adapte et que je connaisse, enfin, que je fasse. Il faut que je varie régulièrement, en fait. Testez-vous, voilà. Testez-vous même. Bon, en tout cas, vous avez l'air de suivre ça de près et vous avez eu raison d'appeler, je pense, Séverine. Et puis peut-être que vous pourriez lire le dernier livre de Jacques Fricquer qui vous donnera encore beaucoup de renseignements. Manger intelligent, éloge de l'omnivore aux éditions Odile Jacob. Merci en tout cas, Séverine, merci beaucoup. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Demain, avec Guillaume de Brébisson, nous parlerons de la vie à deux, un véritable parcours initiatique qui nous permet de mieux nous découvrir. Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jacques Fricquer est avec nous, médecin nutritionniste, auteur de Manger intelligent, éloge de l'omnivore aux éditions Odile Jacob, un livre où vous avez quand même là tous les aliments avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc vous n'avez plus aucune excuse de ne pas bien manger. Valérie est avec nous et on va revenir, je crois, sur le petit ventre des femmes. C'est ça, Valérie? Bonjour Brigitte, bonjour Jacques. Bonjour Brigitte, Oui. bonjour Valérie. Alors voilà, moi j'ai un souci avec le ventre. Voilà, je me nourris bien, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, j'adore les fruits secs. Le matin je déjeune pas parce que j'ai pas faim, mais ça a toujours été comme ça. Je trouve que je me nourris bien. Et là depuis que je suis en ménopause complète. Enfin, je sais pas comment dire, je suis vraiment en ménopause. Oui, ça y est, elle est reconnue comme étant, ça y est. Voilà. J'ai vraiment pris du ventre et ça me complexe énormément. Mais vraiment beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses. Allez-y, continuez, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, c'était aussi pour dire que j'ai commencé il y a 15 jours un traitement hormonal. Oui. Parce que je vis très mal la ménopause. Voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de problème de risque avec ça, avec ce traitement. Mais je laisse Jacques Fricquer. Alors, il y a des choses. D'abord, par rapport au fait de ne pas prendre de petit déjeuner. Si vous n'avez pas faim, on peut très bien se passer de petit déjeuner. C'est pas un problème. Deuxièmement, la ménopause, du fait du changement hormonal, il y a chez toutes les femmes, même celles qui ne prennent pas de poids, une perte de la graisse au niveau des hanches. Et la graisse se reporte au niveau du ventre. Chez l'homme aussi, d'ailleurs, l'homme perd des fesses, mais là, c'est plutôt du muscle qu'il perd, et il gagne souvent du ventre, même les hommes qui sont plutôt secs ou plutôt minces. Donc là, on n'y peut pas grand-chose. Il faut l'accepter. En fait, en quelque sorte, la femme perd sa taille. La taille marquée sera moins marquée, généralement, après la ménopause qu'avant, et les cuisses et les fesses seront moins rebondies, moins rondes qu'elles n'étaient avant la ménopause. Alors, un conseil très important, la marche, c'est ce qui fait muscler le plus les fesses et les cuisses. Donc, déjà, vous pouvez marcher, Valérie. D'accord, le sport, notamment la marche, est très bien pour garder des fesses, mais également pour diminuer la graisse du ventre, mais il y aura quand même une taille moins marquée. Et le traitement hormonal substitutif, si vous n'avez pas de contre-indication au niveau du sein ou au niveau de l'utérus, sera intéressant, d'une part pour qu'il y ait moins de bouffées de chaleur, pour avoir des rapports plus agréables, parce que souvent il y a une sécheresse vaginale avec la ménopause, mais également vous allez avoir peut-être un peu moins de ventre, et cette différence, enfin ce changement, généralement est moins marqué lorsqu'on prend un traitement hormonal substitutif. Donc là, vous devriez normalement avoir un mieux. Ah, c'est bénéfique pour beaucoup de choses, même pour le ventre alors. Oui, attention, c'est bénéfique quand il n'y a pas de contre-indication, parce que ça peut être néfaste. Il faut vraiment, c'est votre gynéco qui doit voir ça, le gynécologue. Mais on imagine que si on lui a donné, c'est... Absolument, donc c'est sans doute parce que par rapport aux maladies de votre mère, de votre sœur, etc. Et par rapport à l'examen qu'il a fait, à la mammographie et autres, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc effectivement, mais il y a des avantages, oui. Il y a beaucoup d'avantages. J'ai mis du temps à prendre le traitement hormonal parce que j'avais vraiment des a priori, on entendait un peu de tout et n'importe quoi. Et donc il faut que je continue à manger comme je mange et bougez, faites de la marche et faites du sport si vous avez envie. Un peu de marche, oui. Et puis peut-être supprimer un peu si vous mangez un peu de sucre, vous le supprimez un peu. Oui, beaucoup. Trop d'alcool aussi peut donner... Jamais d'alcool. Bon, je vois pas du tout. Mais j'aime bien les sucreries le soir après le repas. Enfin voilà, c'est... Peut-être... Modérez-les. Vous prenez des fruits secs, prenez des figues, abricots secs, ce genre de choses. Figues sèches, abricots secs, dattes. D'accord, ok. Et puis peut-être un tout petit peu d'abdos.
Oui, ça vous aidera. Ouais, donc il faut faire du sport quand même. Le sport, c'est... Le quand même est trop, Oui, Valérie. il faut le sport, et même pour le moral. Hein. Et ce qu'il faut savoir également à la ménopause, on perd du muscle. Oui. Et on a un risque d'ostéoporose. Et quand on fait du sport, on gagne du muscle. Donc ça compense en partie. Et puis je crois Valérie, c'est une lutte que vous êtes sûr de perdre. Donc acceptez aussi les modifications de votre corps. Bah écoutez, je sais de quoi je parle, je peux me le permettre de vous le dire. Valérie, vous avez quel âge? C'est vrai, 53. Bon, et ben 53, il faut commencer à accepter que votre corps va bouger, va changer, va se modifier. Mais c'est pas grave, parce que vous allez gagner en sérénité, en capacité à accueillir, qui fait que vous allez avoir encore plus de succès, vous verrez. Oh, ça fait trop plaisir ce que vous dites. Ça donne la pêche et ça m'encourage à l'accepter. Non, sincèrement. Vous savez, il y a rien à faire quand on a passé le cap des 50 ans, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Soit on s'accepte et à ce moment-là, on devient plus tolérant, on est plus ouvert aux autres et on a un charme différent, mais on a au moins autant, si ce n'est plus de charme. Ou alors on s'aigrit, on essaye à tout prix de rester jeune et on ne fait illusion à personne. Vous êtes d'accord, Jacques Fricker? Oui, tout à fait. Mais à la fois manger bien et bouger pour que ça se passe mieux, pour vieillir, pour avancer en âge le mieux possible. Oui. Mais il faut accepter. Et je pense que je ne sais pas si vous êtes marié ou si vous avez un compagnon. Oui, je suis mariée. Mais je pense que lui aussi, il change. Il a changé et vous l'aimez toujours autant. Bah oui, c'est nous-mêmes avec notre propre image qu'on a du mal. Oui, mais c'est ça, mais il faut être tolérant vis-à-vis des autres, mais également vis-à-vis de soi. Exactement, ouais, c'est vrai. Oui, prenez un petit peu le plaisir de marcher. Et pourquoi pas avec votre compagnon, c'est formidable la marche. Oui, on parle très bien en plus. On parle bien, on communique bien quand on mange, on communique bien également quand on marche. Oui, quand on marche. Mieux que si on reste dans un canapé, etc. Quand on marche à deux, il y a des échanges beaucoup. Ouais, ça stimule le cerveau et ça fait beaucoup de bien à la communication. C'est Socrate, je crois, qui disait qu'on faisait de la maïotique en marchant. Oui, je crois aussi, absolument. Et donc vous allez non seulement être encore plus intelligente et perdre un petit peu votre ventre et avoir des bien super communiquer fesses. avec votre mari. Bon allez, je vais mettre mes baskets alors. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Non, mais je vous en prie, Valérie. Bonne journée. Voilà. Et puis sur ce point-là, les hommes aussi perdent du muscle en vieillissant. Oui, de toute absolument. façon, il y a une égalité totale. Et souvent d'ailleurs un ventre plus haut. Plus haut, c'est plus haut et quand c'est plus haut, c'est moins bon c'est pas très bon pour la santé. Quand c'est sous l'ombilic, sous le nombril, c'est pas mauvais. Quand c'est plus haut, souvent il y a un risque de cholestérol, de diabète, cardiaque ou autre. Donc là c'est intéressant de limiter, de perdre si c'est le cas. En fait, ce qu'il faut tout simplement dire, Jacques Fricard, c'est qu'arrivé à 50 ou 60 ans, ça dépend des personnes, si on mange exactement la même chose, on va prendre du poids puisqu'on perd du muscle. Oui, absolument. On va prendre de la graisse si on mange comme avant, sauf si on bouge plus. Donc souvent, c'est rare qu'on bouge plus après. Enfin, il y a certaines personnes quand même. Mais il faut, même si on mange moins en calories, il faut garder une alimentation de qualité, notamment les fruits et légumes, les protéines, pour ne pas perdre, pour essayer de perdre le moins possible de muscles. Et puis garder quand même un peu de glucides lents, de glucides, de féculents à faible index glycémique, comme les pâtes, les légumes secs, le quinoa, la graine de couscous. Certains riz, comme le riz complet par exemple, le pain complet, tout ça c'est très intéressant. Alors, dernière question, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, on n'a pas eu de personnes qui ont témoigné sur ce sujet, mais c'est quand même, je sais, un sujet malheureusement préoccupant pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. À partir de quand considère-t-on qu'on est en surpoids, vraiment, et que c'est dangereux pour la santé? Alors, ce sont des choses différentes. On considère qu'on est en surpoids lorsque l'IMC dépasse 25. Par exemple, pour une personne d'1m70, ça ferait 73 kg. Pour une personne d'1m70, le poids idéal se situe à peu près entre 53, 54 et 70, 72 kg. Vous voyez, c'est très large. Hein. Oui, après, ça dépend de l'ossature. Voilà, ça dépend de l'ossature, ça dépend de beaucoup de choses. Après, il faut voir quelles sont les conséquences santé. Alors, premièrement, à poids égal, quand on a de la graisse sur le ventre, notamment sur le haut du ventre, c'est plus dangereux quand on a de la graisse au niveau des cuisses ou des fesses. Deuxièmement, il faut voir quelles sont les conséquences santé. Il y a des personnes qui, avec 80 kg, vont avoir hypertension, diabète, cholestérol, infarctus. D'autres qui, avec le même poids, n'auront aucun problème. Donc, il faut faire le point avec son médecin.
Il y a également l'aspect du poids intervient également sur la forme physique. Est-ce que je me sens bien pour monter les escaliers, pour danser? Ou si je suis essoufflé, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut peut-être perdre du poids, voir s'il n'y a pas autre chose, mais perdre du poids. Et puis ensuite, dans la glace, est-ce que moi-même, est-ce que mon compagnon ou ma compagne me trouve bien, ou est-ce qu'il aimerait bien que je perde ou que je prenne du poids? Ça intervient aussi. Et c'est tout ce bilan qui va permettre de décider si on a envie ou non de perdre du poids. Puis après, il faut se donner les moyens pour y arriver. Oui, et il est certain qu'il faut avoir une véritable motivation, parce que sinon ça ne tient pas. On ne tient pas la route. Qui soit... parce que c'est quand même au début une contrainte. Alors après, on peut manger agréablement, c'est le but, tout en mangeant sainement et tout en mangeant pour rester mince ou pour maigrir si on a besoin de perdre. Il ne faut pas croire que manger sainement, c'est triste, au contraire. Manger sainement, c'est manger des légumes cuits avec ou une belle salade avec un peu de vinaigre, de l'huile, des épis, enfin des herbes, manger du poisson, manger du poulet, manger des pâtes, du riz. C'est tout à fait compatible avec le fait de manger joyeusement et sainement. En tout cas, vous donnez beaucoup de conseils dans ce livre, Manger intelligent, éloge de l'omnivore. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup en tout cas, Jacques Fricker. Merci Brigitte. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan pour C'est votre avenir. Demain, nous serons avec Guillaume de Brémisson. On va aborder un tout autre sujet. La vie à deux, c'est peut-être un parcours un peu initiatique qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes. C'est ce qu'on verra demain avec Guillaume de Brémisson. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.